bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal. À la une ce soir, faut-il enseigner en anglais dans les universités? Le projet de loi de Geneviève Fioraso, discuté dès aujourd'hui à l'Assemblée nationale, fait polémique. Nous irons à l'université François Rabelais. À Tours, la majorité divisée sur les rythmes scolaires. Hier soir, le conseil municipal s'est déroulé dans une ambiance particulièrement tendue. On fait le point dans cette édition. Et puis l'hôtel de ville transformé en salle d'exposition, des œuvres d'exception présentées au Tourangeau avant leur mise en vente au château de Cheverny. Bonsoir. Faut-il enseigner en anglais dans les universités? Le projet de loi de Geneviève Fioraso, discuté dès aujourd'hui à l'Assemblée nationale, fait polémique. L'objectif serait notamment d'attirer de nombreux étudiants étrangers. À Tours, l'université François Rabelais a sauté le pas. Il y a un an, un master scientifique a introduit 20% de cours dispensés en anglais. Mickaël Briffaut. Depuis l'an dernier, le master écologie, comportementale, évolution et biodiversité a sauté le pas de l'anglais. 18 étudiants ont eu à suivre une centaine d'heures de cours de sciences dans la langue de Shakespeare. Et dans un premier temps, ça leur a plutôt fait peur. C'est vrai qu'au début, ça faisait vraiment peur, mais par rapport à ce qu'on avait eu en licence comme cours d'anglais, ça aide beaucoup. Parce qu'au début, moi, par exemple, j'avais postulé pour différents sujets de stage ou de thèse à l'étranger. Et j'avais eu le soutien des enseignants et maintenant je le fais par moi-même. C'est quand même beaucoup plus facile. Et je trouve ça plus intéressant parce qu'on peut avoir des profs internationaux venir donner des cours. Comme on a eu des profs venant des États-Unis, alors qu'en français c'était pas possible. Enfin, je trouve que les cours de bio donnés en anglais, ça apporte plus que les cours d'anglais du département d'anglais. Les étudiants plutôt réticents au début en redemandent dès la fin du cursus. Et d'ailleurs, l'année prochaine, 50% de la formation sera dispensée en anglais. Une montée en puissance logique pour celle qui est l'instigatrice de ce projet. Même si les examens, eux, se déroulent toujours en français pour être conformes à la loi. En biologie, c'est très difficile de travailler sans bien maîtriser l'anglais. Donc c'est vraiment le premier objectif, c'est pour rendre nos étudiants plus compétitifs sur le marché du travail. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il y a un deuxième aspect, c'est aussi d'essayer d'attirer des étudiants étrangers dans la formation. Mais bon, je dirais que ce n'est pas l'objectif principal. Une dizaine d'étudiants étrangers, dont de nombreux Italiens, se sont déjà montrés intéressés par cette formation. Pour le moment, les cours en anglais à la fac de Tours restent minoritaires. Au moins 6 masters anglophones sont déjà en place. La direction de l'université compte développer ses cours en anglais. Le but, attirer toujours plus d'étudiants étrangers pour se faire sa place à l'international. Quitte ensuite à donner des cours de français aux nouveaux venus une fois qu'ils sont séduits et arrivés à Tours. Guillaume Pelletier, rappelé à l'ordre par l'UMP, Claude Greff monte au créneau. Le vice-président de l'UMP a déclaré, vous le savez, qu'il ne souhaitait pas avoir Nathalie Kosciusko-Morizet emporter la primaire à droite pour les municipales à Paris. Claude Greff, la députée UMP d'Indre-et-Loire, soutient officiellement Nathalie Kosciusko-Morizet, une information que nous développerons demain dans notre journal. À Tours, la majorité divisée sur les rythmes scolaires. Hier soir, le conseil municipal s'est déroulé dans une ambiance particulièrement tendue. Parents d'élèves et enseignants manifestaient notamment devant l'hôtel de ville. Communistes, écologistes et même le député socialiste d'Indre-et-Loire demandent au maire de la ville une reprise de la concertation. Florent Carrière. À l'extérieur comme à l'intérieur du conseil municipal, des parents d'élèves et des enseignants en colère, certains opposés à la réforme, d'autres favorables mais opposés au projet de la ville sur le bouleversement des rythmes scolaires. Et à la faveur d'une délibération sur les tarifs des centres de loisirs, c'est bien un débat qui a eu lieu en plein conseil municipal, révélant une fissure au sein de la majorité, avec en tête de ligne la communiste Josette Blanchet, qui s'est faite porte-parole de la coordination indépendante des écoles. Les points de vue des uns et des autres ne sont pas si éloignés et qu'il y a possibilité d'un rapprochement pour travailler un projet qui soit satisfaisant pour tous pour la rentrée 2013. Pour ça, il faudrait avoir au moins un mois de plus de délai supplémentaire. C'est un peu stupide de rester bloqué sur une position initiale qui manifestement rencontre une résistance assez forte. Même le socialiste Jean-Patrick Gilles s'est exprimé en indiquant que les représentants de la coordination, forts des résultats de leur consultation, devaient être reçus par la mairie. Quant à l'opposition, l'UMP Françoise Amiot a dénoncé un empressement sur le sujet. Nous demandons soit une concertation
accélérer, mais nous entrons dans le mois de juin et l'année scolaire se termine fin juin, donc ça risque d'être compliqué. Soit, si ça n'est pas possible, effectivement, un report en 2014. Une opposition au projet communal, y compris au sein de la majorité. Voilà de quoi agacer le maire. Jean Germain qui souligne que la réforme coûtera déjà 1 à 2 millions d'euros à la ville de Tours. On était sur une entrée à 8h30 ou 9h. Finalement, on a choisi l'intermédiaire 9h moins le quart. Écoutez, je pense que par rapport à 3 200 000 chômeurs, si notre pays veut s'en sortir, il faut quand même qu'il avance un peu plus vite sur ces sujets-là. Donc le projet ne bougera pas pour la rentrée? Et je pense pas, sauf si l'inspecteur d'académie le demande. Le projet présenté par la ville ne devrait donc pas être modifié, sauf si bien sûr les autorités au sein de la direction académique le demandent, en l'occurrence ce que l'on appelle le DAZEN. Une rencontre a d'ailleurs lieu ce soir avec les parents d'élèves. Ces derniers regardent dorénavant du côté de la direction académique pour faire modifier le projet communal. L'enquête se poursuit. Les dégâts de la piscine Boson vandalisée lors du week-end de l'Ascension vont coûter très cher et la ville refuse d'avoir à payer la facture. Le sujet était abordé hier soir lors de la séance du conseil municipal. Florent Carrière. C'est finalement par le réseau d'eau usée que la piscine Gilbert Boson va être vidée. 2500 mètres cubes d'eau polluée, conséquence des récents actes de vandalisme. Dans un premier temps privilégié, les opérations de pompage par camion ne concerneront plus finalement que le fond de la piscine, là où la concentration de produits chimiques est la plus forte. Ces analyses nous ont permis de pouvoir en effet passer par l'eau usée. Par contre, il faudra compter environ 3 semaines, parce que l'élément principal, c'est de pas pouvoir... Enfin, on n'est pas comme sur une chasse d'eau, quoi. On ne va pas chasser l'eau comme ça. Il faut y aller au fur et à mesure, ne serait-ce que par rapport à la capacité de la station d'épuration. Les opérations de vidage débuteront en fin de semaine ou début de semaine prochaine. Le montant de la facture est encore inconnu, mais ce qui est sûr, c'est que la mairie de Tours ne payera pas le montant de cette facture. Les assurances même des entreprises de chantier qui auront à supporter les conséquences de cet acte, puisque je rappelle que le chantier était sous surveillance d'alarme. Du côté de l'enquête, des empreintes ADN ont pu être relevées sur les lieux avant d'être confrontées à un certain nombre de personnes. Il a été révélé également que des intrus avaient été aperçus dans le local des maîtres nageurs le dimanche qui a précédé les faits. Une piste pour la police judiciaire chargée de l'enquête. 10 jours après ce drame familial qui a coûté la vie à un père et à ses 2 enfants sur le pont Mirabeau à Tours, beaucoup de questions restent en suspens. La fillette reste encore aujourd'hui introuvable. Les recherches interrompues à cause des crues reprendront en milieu de semaine prochaine. La sûreté départementale et la brigade des accidents sont mobilisées. On fait le point avec Aurélie Renaud. À quelle vitesse roulait le véhicule avant de plonger dans la Loire? Ce même véhicule a-t-il été heurté par une autre voiture au moment des faits? Voilà ce que les enquêteurs attendent des expertises automobiles qui sont en cours sur l'épave. Une chose est sûre, et les résultats des analyses toxicologiques du corps de Willy Maillot n'arriveront que dans une dizaine de jours. Aujourd'hui, on sait seulement que le petit garçon est mort, lui, par noyade. La question, s'agit-il d'un suicide? C'est en tout cas l'hypothèse numéro 1 retenue par le parquet. Aujourd'hui, le procureur de la République de Tours nous l'a confirmé. Un testament écrit par Willy Maillot et daté du 1er mai a bien été découvert à son domicile. « Ceci est mon testament », indique-t-il. Il explique ensuite que s'il venait à mourir, il souhaitait être incinéré et que si ses enfants venaient à disparaître, il souhaitait qu'ils reposent près de lui. Aujourd'hui, le corps de la fillette n'a toujours pas été retrouvé. Le parquet attend une légère décrue de la Loire pour reprendre les recherches, ce qui devrait être le cas en milieu de semaine prochaine. Un hélicoptère devrait alors survoler la Loire de Tours jusqu'à Angers. En bref, la Loire placée en vigilance crue, les parkings en bordure de Loire menacés d'inondation sont interdits d'accès à tous les véhicules sans exception. Une trentaine de contrats d'avenir devraient bientôt être signés dans les maisons de retraite d'Indre-et-Loire. C'est ce qu'a déclaré Frédéric Thomas, le président du Conseil général d'Indre-et-Loire, à l'issue d'un entretien avec une délégation de l'intersyndicale des EHPAD du département. Rassemblé devant le Conseil général cet après-midi, il dénonce notamment un manque d'effectifs et réclame plus de moyens pour fonctionner. Brian Bock. Cela faisait près de 6 mois qu'ils attendaient ça. Une délégation de représentants syndicaux des maisons de retraite publiques ont pu rencontrer Frédéric Thomas. Après plusieurs mouvements de grève, il réclame plus de moyens, mais surtout plus de personnel qualifié. L'entretien va durer plus de 1h30. À la sortie, les visages sont durs, c'est la déception.
Ça s'est passé, on a les mêmes réponses. Les réponses, c'est oui, on va travailler sur les formations, sur les qualifications avec les conseils régionaux. Oui, le grand sujet, c'est les emplois d'avenir et c'est tout ce qui est proposé. En effet, le Conseil général a bien prévu la création de 30 postes en contrat d'avenir pour 2013 afin de renforcer les effectifs dans les établissements pour personnes âgées. Mais avec moins d'un agent pour 2 résidents, le département d'Indre-et-Loire reste cependant légèrement inférieur à la moyenne nationale. Frédéric Thomas rappelle que les coûts doivent être maîtrisés. Nous faisons le maximum pour ménager un service public de qualité et pour se préserver d'une part trop importante du secteur privé, dont les prix journée sont beaucoup plus élevés que dans le secteur public. Donc nous sommes attentifs à cette situation. La question des moyens est liée aussi à la question du prix de journée des établissements. À ce jour, le prix de journée en maison de retraite publique est fixé à 51 €, soit 1 530 € par mois et par résident. Valéry Giscard d'Estaing, invité d'honneur hier soir aux assises de clôture du Loir-et-Cher 2020. Après 1 an de consultation, l'opération a tout simplement été un succès. Anaïs Michaud était sur place. C'est devant les quelques 700 personnes réunies dans une halle au grain archi-comble que l'opération Loir-et-Cher 2020 a été clôturée hier, après 1 an de concertation. Une opération saluée par Valéry Giscard d'Estaing. Elle relève, en fait, non pas de l'esprit de consommation, mais de l'esprit entrepreneurial. Elle traduit la volonté d'assembler toutes les bonnes volontés autour d'un même objectif, donner la confiance au beau département du Loir-et-Cher. L'ancien président de la République, dont l'épouse est loir-et-chérienne, a indiqué 4 axes à développer pour l'avenir. Le savoir-faire à travers la formation professionnelle, le savoir accompagner concernant notamment la dépendance, le savoir communiquer et le savoir bien vivre. Il a également évoqué les atouts du département, soulignant le taux important de natalité, le 4e de France, signe de confiance et de vitalité. Une vitalité dont les professionnels du club Loir-et-Cher 2020 ont pu prendre la mesure au cours de cette concertation. Des atouts insoupçonnés, une énergie phénoménale, un département où il y a, comme partout, des difficultés, mais où il y a aussi des entreprises absolument étonnantes, avec beaucoup d'innovation, avec beaucoup de réussite. Et ça, c'est très très intéressant. Maurice Leroy, l'instigateur de cette démarche prospective, se félicitait hier du succès de l'opération et de la mobilisation importante qu'elle a suscitée. C'est au-delà de toutes mes espérances. Vraiment, je suis un président de conseil général heureux ce soir. Heureux parce que c'est le Loir-et-Cher que nous faisons avancer. Et comme l'a très bien dit le président Giscard d'Estaing, c'est quand il y a des mutations profondes qu'il faut se projeter dans l'avenir. C'est tout le sens de la démarche Loir-et-Cher 2020. Une soirée de clôture qui n'est pas une fin, mais plutôt un début. La phase prospective à présent achevée, reste maintenant à tirer parti de ces enseignements pour construire un département attractif et dynamique. À Tours, l'hôtel de ville transformé en salle d'exposition. Des œuvres d'exception présentées au Tourangeau avant leur mise en vente au château de Cheverny les 9 et 10 juin prochains. Cette année, c'est le coffre du cardinal Mazarin retrouvé dernièrement chez un particulier qui attire une attention particulière. Angélique Mangon. Des tableaux de maîtres, des meubles anciens, des statuettes. Pendant quelques jours, la salle des mariages de l'hôtel de ville rassemble des objets dignes des plus grands musées. Un musée éphémère puisque toutes ces pièces seront bientôt vendues aux enchères. Des pièces d'exception qui font rêver les amateurs d'art. Je sais pas si ça me fait voyager, mais enfin bon, en tout cas, ça me fait rêver un petit peu, oui. Je suis heureuse d'être là, mais bon, ça fait rêver, mais je sais qu'elles ne sont pas chez moi, voilà. Pièce phare de cette vente aux enchères, le coffre du cardinal Mazarin, surnommé la Joconde du meuble asiatique, mise à prix 200 000 €. Mais cette exposition révèle au public bien d'autres trésors, comme cette mosaïque du XVIIe siècle, uniquement composée de plumes d'oiseaux. Ce sont les pieds nus des divinités, mais pour le reste, c'est un tableau qui est d'inspiration chrétienne avec la Sainte Trinité et la Sainte Famille. Donc c'est la Nouvelle-Espagne après l'arrivée de Christophe Colomb. C'est quelque chose d'extrêmement rare, vous en avez une trentaine sur Terre. Il n'y a pas une seule couleur ajoutée, tout n'est que plumes de colibri, de martin pêcheur, avec un encadrement digne des plus jolis bijoux aztèques.
Des objets rares d'un autre temps, comme ce cabinet vénitien dans lequel on enfermait poison ou lettres d'amour, des objets qui éblouissent par leur valeur, mais aussi par leur diversité. La valeur me fait pas grand-chose, c'est surtout la découverte un peu anodine et extraordinaire qui a été faite de ce mobilier qui est ressurgi à travers les âges. Un parcours à travers des objets inestimables où aucun prix n'est affiché, histoire de pouvoir les contempler sans compter, juste pour s'évader. Et c'est ainsi que s'achève notre journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'invité de la rédaction, Pierre Fabre, auteur de La faune de la collaboration. À tout de suite.